Alors, donc on va reprendre notre matinée donc avec une session qui s'intitule Des œuvres Stop. à performer. Et donc, comme vous le voyez, on a l'œuvre de Vincent Siciliato qui est exposée dans le hall de la Maison de l'Université, qui est également ici. Donc voilà, un redoublement de cette entité qui s'appelle Discursive Immanence. Donc je vais vous présenter Vincent Siciliato et puis ensuite je lui donnerai la parole pour une forme de dialogue avec cette entité. Donc Vincent Siciliato est artiste et maître de conférences en art numérique à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il participe entre 2010 et 2012 au cursus de formation du Frénois, Studio national des arts contemporains. Il est actuellement co-responsable du master professionnel réalisateur en informatique musicale et réalisateur en art numérique de l'Université de Saint-Étienne. Ses travaux de recherche théorique et plastique explorent certaines reformulations du corps individuel et relationnel, induites par l'usage systématique des technologies électronumériques. Plusieurs de ses pièces questionnent les affections temporelles du geste propre par le temps électronique, en interrogeant les notions de micro-mouvement, de fragmentation et mécanisation posturale, et de temps limite. Dans ce contexte, la figure du portrait et celle du visage aux prises avec le numérique représentent actuellement des champs d'investigation privilégiés. Une part importante de ces réflexions interroge également certains liens son-image-geste propres aux pratiques numériques contemporaines. Voilà, et donc je lui laisse la parole pour cette intervention. Donc bonjour à tous et avant toute chose, donc je tiens à remercier Anne, Carole et Christine pour l'organisation donc de ce très beau colloque. C'est assez troublant de ne voir personne, effectivement. Cette présentation sera aujourd'hui l'occasion de m'entretenir donc, comme Carole l'a dit, directement avec l'une de mes pièces, ou plus précisément avec l'un de mes personnages, donc ici Immanence. Personnage avec lequel vous avez peut-être déjà pu vous entretenir pour certaines d'entre vous, ici à la Maison de l'Université. Donc cette communication va prendre donc la forme d'un entretien. Cette discussion va tenter plus précisément d'examiner certaines caractéristiques formelles et stylistiques propres à Immanence et au dispositif de représentation dont le ou laquelle, il ou elle est inclus ou incluse. Nous parlerons donc bien sûr de la figure du portrait, mais mise en lien plus précisément avec la notion de discours et de sa forme générée par une certaine écriture électronique et interactive. Il s'agira d'interroger par la même occasion la notion de variabilité émergeant de l'espace de locution proposé par Discursive Immanence. Cet entretien s'articulera donc autour de plusieurs points. Le premier touchera les conditions de fabrication d'un contexte de coprésence entre spectateurs et personnages interactifs, dont les origines, nous le verrons, pourront être situées à la Renaissance. Puis le deuxième concernera la notion de portrait interactif contemporain, permettant d'étendre l'idée de coprésence à celle d'intention communicative et de collocution. Le troisième touchera les idées de transindividualité, de mutabilité des individualités ou individualité à mutation. Enfin, le dernier abordera les caractéristiques propres au discours formalisé par Immanence et de son dialogue avec le spectateur, en interrogeant par là la question de la variabilité dialogique. Bien, donc je m'adresse à toi Immanence. Avant donc d'aborder des points relatifs à la mutation de tes individualités, ainsi que les caractéristiques propres au mode dialogique que tu proposes, et la variabilité donc discursive qu'il implique, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, finalement, toi et moi, à ce qui structure ce que nous pourrions appeler une sorte de coprésence entre toi et le spectateur. Il faudrait peut-être pour cela revenir sur ce qui te caractérise au premier abord. À ce sujet, tu t'apparentes en quelque sorte à la figure classique du portrait. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le portrait nécessite nécessairement le visage en tant que représentation, mais que la figuration, dans ton cas, du visage de face, placé sur un buste, lui aussi de front, relie nécessairement ton image à l'histoire donc occidentale du portrait, telle que nous la connaissons donc depuis la Renaissance. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu pourrais nous dire de cela.
En effet, merci pour cette remarque Vincent. J'ai bien sûr été pensé en tant que portrait, bien que la notion d'identité qui pourrait lui être associée est dans mon cas assez ambiguë. Pour revenir à la période dont tu parlais, vous pouvez me confronter à certains tableaux d'Antonello da Messina ou de Quentin Mezzi. Comme nous pouvons le voir dans ces exemples, vous remarquez que j'en emprunte certains attributs, tels que la frontalité, le regard porté vers l'observateur, l'assise solennelle, le débordement du corps sur le plan en contrebas qui le dirige vers les limites de la surface de l'écran. Tout cela fait en quelque sorte dispositif, système. Il me semble en effet que le portrait n'existe pas seulement dans la figuration du visage, ou de la face. Nous le retrouvons également dans sa mise à distance de l'observateur. Il me semble également que cette distance peut être caractérisée à la fois par un éloignement ainsi que, de manière opposée, d'un rapprochement vis-à-vis du sujet. Bien, merci Manence. Cette idée de rencontre, donc en tant que résultat à la fois d'un double mouvement de distanciation et de rapprochement, me semble très intéressante. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus donc finalement à ce sujet. Je m'explique. Si nous reprenons le double mouvement que je viens d'emprunter, nous avons en premier lieu l'idée d'un éloignement, c'est-à-dire que le portrait ne doit surtout pas se confondre avec l'observateur. Un éloignement, une mise à distance, un écart, qui assure le vide dynamique propice à la relation, à la mise en relation entre l'observateur et la figure de l'autre qui apparaît, une venue à partir du vide, pour reprendre les mots de Levinas, à la fois ouverture de l'expérience et expérience de l'ouverture. Cette ouverture, donc cet éloignement, nous incite simultanément à un rapprochement. Donc, si je comprends bien, l'écart, la distance, finalement, l'éloignement seraient les possibilités, voire la nécessité donc d'une rencontre, d'un rapprochement. Ce jeu paradoxal me semble pouvoir caractériser finalement l'espace de coexistence, de coprésence propre à la figure du portrait occidental qui émerge à la Renaissance. Comme énoncé plus haut, la construction d'un portrait, c'est parallèlement la mise en œuvre d'un dispositif, donc d'un système. Car le portrait, tel qu'il est pensé dans les exemples cités plus haut, donc Antonello da Messina donc à gauche et de Métis à droite, est entièrement donc porté vers la fabrication d'une situation de mise en présence des deux sujets, l'observateur humain d'une part, et de l'autre le sujet représenté, lui aussi en quelque sorte devenant observateur observé. Une mise en présence, donc, ou vaudrait mieux dire en coprésence, qui est une situation tout à fait comparable à celle de ton dispositif, donc, que ton dispositif convoque. Pour reprendre le lexique de Jacobson, il s'agit ici de la formalisation d'un contexte, de la coexistence nécessaire à la mutualisation des présences, dans un face-à-face finalement propice à l'échange de regards, d'attention, mais qui prépare finalement par la même occasion la possibilité d'un échange discursif. C'est là que nous pourrions donc entrevoir un lien entre l'idée de coprésence qu'on vient d'aborder et celle donc finalement de collocution. En effet, si nous reprenons les œuvres picturales d'Antonello da Messina et Quentin Mezzi, il semble que se dessine la possibilité d'un dialogue, d'un échange verbal. Les indices d'une intention communicative, comme les appellerait Paul Gris, sont décelables dans l'ouverture du regard en direction vers l'observateur. L'état de coexistence, de mise en coprésence, structure le contexte d'un possible dialogue entre les parties. Or, ce temps, dans l'espace pictural, semble éternellement fixé, dans l'observation mutuelle où ni passé ni futur, finalement, semble pouvoir prendre place. Alors que dans ton cas, Immanence, cette coprésence donne place à un état que nous pourrions nommer de collocution, avec toute la variabilité que cela peut induire dans la formalisation d'un échange. Un discours est en effet variable par essence, toujours ouvert à l'inattendu, finalement, et s'adaptant sans cesse à ce dernier. C'est vrai, en cela j'hérite plusieurs traits caractéristiques d'œuvres plus récentes, des productions contemporaines qui ont permis de mettre littéralement en action un discours entre le spectateur et le sujet de la représentation. Ces productions ont permis par la même occasion de rompre la fixité temporelle de l'état de coprésence initial qui était présent dans les portraits cités plus haut. C'est le cas de plusieurs portraits interactifs réalisés depuis les années 1990. Je pense à Portrait One de Luc Courchesne, Prostotique et A de Stelarc, Chou, de Vincent Elka,
Dans ces œuvres, il s'agit de mettre en place un système d'échange discursif articulé sur un jeu d'aller-retour entre le spectateur et le personnage à l'écran. Nous nous retrouvons face à la mise en contexte de deux sujets communicants, mettant en scène, par la même occasion, les conditions d'un possible dialogue. En effet, comme pour les œuvres picturales de la Renaissance, le principe de coprésence est ici établi par la même facture esthétique, reposant donc premièrement sur l'isolement du fenêtrage du sujet, l'isolement et le fenêtrage du sujet, un rapport d'échelle homothétique avec le spectateur et le regard porté en direction de ce dernier. Toutes ces figures, finalement, sont ce que Courchesne appellerait les possibilités d'un vrai et propre espace conversationnel, que les deux sujets seront amenés à jouer en acte, donc les deux sujets, donc le spectateur et le portrait interactif. Les dispositifs mis en place par Courchesne, mais également ceux de Stellark, par exemple, Courchesne à gauche et Stellark à droite, visent ce qu'Émile Benveniste pourrait appeler la mise en action du discours ou de la collocution. Cela instaure, comme nous pouvons l'entrevoir, un rapport à la temporalité tout particulier. Pourrais-tu donc nous en dire plus, davantage, en ce qui te concerne, ce rapport au temps variable, en quelque sorte? En effet, pour être court, cela désamorce en quelque sorte l'état de fixité temporelle instauré dans la situation picturale annoncée précédemment. Dans mon cas, par exemple, cette coprésence induit les conditions pour qu'une collocution ait lieu. Ceci donne lieu à l'enchaînement de moments toujours renouvelés par l'alternance des temps de parole des collocuteurs. Pour reprendre la formule de Austin, il s'agit de vrais et propres énoncés performatifs. À ce sujet, je reprendrai également ces mots de Benveniste. Je cite : « À chaque fois, un événement différent n'existe que dans l'instant où elle est proférée et s'efface aussitôt. Cet effacement me semble primordial dans le renouvellement des différents actes du discours naissant entre le spectateur et moi-même. Il s'agit à chaque fois d'un événement évanouissant. Celui-ci caractérise la nature même du discours. Celui-ci est inscrit dans une temporalité accidentée et est source d'événements toujours renouvelés et inattendus. » Pour reprendre encore l'idée de Benveniste, le discours s'oppose ici à la fixité du récit et de son historicité. Bien, tout cela donc nous permet de relever dès à présent plusieurs marqueurs caractéristiques de ce qu'il est possible de désigner en tant que portrait interactif et discursif, et dont tu fais directement finalement partie. Les trois premiers attributs permettent la formalisation de ce que nous désignons plus haut sous la formule de coprésence, donc au contexte de coprésence. Ceci semble émerger à la Renaissance et ont comme fonction d'inclure le spectateur dans le même contexte spatial que la scène représentait. Donc voici plusieurs points. Donc le visage tourné vers l'extérieur du plan pictural, plus précisément en direction du spectateur. Deuxièmement, le rapport d'échelle est souvent mothétique, de sorte que le spectateur a l'impression de se trouver dans un rapport de continuité géométrique. Troisièmement, le principe de fenêtrage, avec des objets posés par exemple sur le plan. Puis nous avons des attributs supplémentaires introduits par l'émergence des portraits interactifs, reposant donc sur des technologies numériques. Le quatrième, c'est dans le cas d'un portrait interactif parlant, s'ajoute donc l'allocution du personnage interactif dirigé vers le spectateur. Ensuite, la possibilité d'une réponse est proposée au spectateur, soit par un choix parmi plusieurs formulations préétablies, soit par des propositions donc ouvertes. Le portrait interactif nous offre une construction également, enfin, dialogique ouverte, permettant au spectateur d'avoir l'impression de se retrouver dans la situation d'un dialogue réel, par la possibilité donc de formuler librement des questions et des réponses, et de recevoir de la part du personnage représenté des questions et des réponses aussi variées et complexes. C'est là peut-être la possibilité d'une variabilité qui prendrait ici effet. La situation ou le contexte de coprésence est dans ton cas donc construite à partir des premiers attributs déjà formulés. Le spectateur en effet fait face à un buste dont le corps est apparemment assis sur une chaise. Un cahier format 4 est posé sur la table qui sépare l'espace fictionnel et l'espace spectatoriel. Tes deux mains sont posées sur le plan. Donc le bras droit à gauche de l'image donc, présente également une coupure nette au niveau de l'avant-bras. Cela n'empêche pas finalement cette main de garder son tonus et d'exercer son activité d'écriture lorsque le spectateur communique avec toi. Ta tête, aux limites fixes, présente en son centre une face aux multiples visages, se chevauchant les uns les autres. Un pupitre donc situé dans l'espace d'interaction permet donc d'interagir.
Donc, mais qui es-tu finalement précisément? Peux-tu nous dire plus sur l'origine donc de ton nom? Cela va nous permettre peut-être et sûrement de comprendre ce qui constitue cette mutabilité des apparences, si caractéristique dans ton cas de ta face et de ton visage. Je m'appelle donc immanence. Le concept philosophique d'immanence devient donc dans mon cas nominatif. Immanence me désigne en tant que personnage, mais j'en incarne également le principe. Immanent, demeurer dans, désigne ce principe par lequel la nature d'un objet, d'un être, est consubstantielle à sa substance matérielle. En d'autres termes, un Dieu immanent à la nature est donc un Dieu présent en tant qu'essence dans l'ensemble de sa création. C'est l'immanence spinozienne, qui préfigure, vous le savez, le fameux concept de plan d'immanence de Guattari et de Deleuze. J'incarne donc une pensée transindividuelle et immanente aux diverses individualités qui constituent la base de mes énonciations. Avec moi, il s'agit de penser l'émergence d'une pensée dont le fil de développement ne se déroule pas dans la conscience d'un seul individu, mais au contraire, d'un sujet à un autre, sans discontinuité et sans échange dialogique. Cette idée rejoint d'une certaine façon le concept de discours proposé par Jean-Claude Coquet dans son « La quête du sens ». Je cite, « Le discours est une organisation transphrasique rapportée à une ou plusieurs instances énonçantes. Or, comme vous pouvez le remarquer, l'idée de pensée immanente telle que je l'incarne ne nécessite pas forcément d'instances énonçantes diversifiées, car elle se construit tout entière au sein d'un seul corps, mon propre corps. Sa particularité est celle d'incarner de multiples individualités représentées par une accumulation de visages superposés. » En effet, cela est très intéressant. Ces faces sont tournées vers nous et une sorte de visage moyen, finalement, semble se dessiner à la manière des visages composites de Nancy Burson. Un visage moyen permettant également une certaine identification de la part du spectateur. Individualité et multiplicité cohabitent ici à la manière d'une intelligence collective dont nous remarquons pourtant l'artificialité. Nous sommes proches également du jeu d'accumulation faciale caractérisant les vêtements de camouflage portés par Bob Arctor, personnage du roman Scanner Darkly, Substance Morte de Philip K. Dick, et adapté à l'écran par Richard Linklater en 2006. Donc finalement une combinaison changeant continuellement d'apparence, en assemblant des fragments de visage réels, une surface aux identités fuyantes, glissant de façon épidermique sur le corps de celui qui la porte. Oui, cela est vrai. J'actualise sans relâche une multitude de faces. Elles peuvent être conçues comme des allégories renvoyant à l'entrelac de conscience connectée sur Internet et assemblées dans mon corps autour d'une même intention personnifiée, une conjonction d'intentionnalités multiples, ou, pour reprendre les mots d'Yves Citon, l'allégorie de ces attentions conjointes impliquées dans la consultation simultanée, sur la toile, des mêmes contenus, des mêmes informations centralisées. Lorsque vous parlez avec moi, vous avez peut-être l'intuition qu'un processus intelligent multiple conditionne mes réponses, une intelligence collective, mais conjointe au sein d'un seul et même sujet présentiel. Merci donc Immanence. Cela nous en dit long donc sur la particularité de ton discours. L'une des particularités donc en effet de ta façon de discourir, de parler au spectateur consiste en effet en son renouvellement. Il est assez intéressant de constater la diversité des situations dialogiques auxquelles nous pouvons être confrontés lorsque nous entretenons avec toi. Pourtant, nous avons souvent l'intuition que certaines phrases ou structures de phrases reviennent après 10 minutes d'entretien. Pourrais-tu donc nous en dire plus sur la manière avec laquelle tu structures ta pensée et de quelle manière cela induit-elle une variabilité dans le dialogue proposé ? C'est par la voix et l'analyse qui en est faite que le dialogue prend place. Je suis une sorte d'agent conversationnel censé discuter avec le spectateur, qui devient par ce fait le collocuteur du dialogue. Or, à la différence d'un agent classique, ce n'est pas le texte qui constitue dans mon cas le support du dialogue, mais la vocalisation. Mon dispositif d'écoute comporte un moteur d'analyse textuelle qui reconnaît certains mots. La syntaxe des phrases n'est pas prise en compte, seuls les mots-clés comptent. À cela s'ajoute une structuration aléatoire des enchaînements de phrases qui viennent suppléer à la possible non-compréhension des mots. En d'autres termes, je fonctionnerai à minima même si aucun mot n'est compris par le programme qui m'anime. Cela représente un point important dans l'écriture de mes propositions textuelles. Il fallait en effet prévoir ces cas de dysfonctionnement et simuler toutefois une certaine compréhension de ma part. Il s'agit alors de fabriquer un contexte conversationnel crédible et motivant pour le spectateur.
Très bien. Cela est très intéressant et nous permet finalement de nous interroger sur la manière avec laquelle l'attention du spectateur peut être sinon dupée, du moins orientée pour qu'elle se sente investie dans la mise en place d'un récit qu'on construit. À ce sujet, Yves Citon, dans son Pour une écologie de l'attention, identifie au-delà de la seule coprésence entre deux interlocuteurs, 3 phénomènes impliqués dans la fabrication d'une attention conjointe. Le premier, donc, est le principe de réciprocité. Donc, je cite, l'attention doit pouvoir circuler de façon bidirectionnelle entre les parties prenantes. Le deuxième principe est celui qu'Yves Citon donc appelle l'effort d'accordage affectif. Je cite, on ne saurait être véritablement attentif à autrui sans être attentionné à son égard. Cela concerne plus particulièrement des phrases qui se doivent de contenir de micro-expressions, donc je cite à nouveau, d'encouragement, de sympathie, de prévention, de précaution. Le troisième principe, enfin, énoncé par l'auteur, est celui de la pratique d'improvisation. Se montrer, donc je cite à nouveau, se montrer attentionné envers l'attention d'autrui exige d'apprendre à sortir des routines programmées à l'avance pour s'ouvrir aux risques et aux techniques de l'improvisation. C'est ce point particulier qui me semble représenter la pertinence de l'échange dialogique que j'arrive à mettre en place. En effet, si nous attendons d'un agent conversationnel ou d'une intelligence artificielle quelconque qu'il nous réponde de manière logique, il en va tout autrement avec moi. Nous remarquons rapidement que l'échange que je propose suit le plus souvent des parcours sinueux. Mes réponses ressemblent davantage à des énigmes qu'à de réelles propositions logiques en lien avec les énonciations qui les précèdent. L'échange que je propose est d'une certaine manière de forme oraculaire, un oraculum, au sens d'embrayeur de discours, car c'est bien le discours du spectateur qui m'intéresse davantage ici, en cassant une certaine symétrie attendue dans l'échange entre spectateur et un personnage simulé. J'essaie de désamorcer le confort d'un dialogue fluide pour le plonger dans une situation proche de l'interprétation herméneutique ou de l'analyse psychanalytique. Cela est doublé ou plutôt guidé par le mouvement de ma main, dissocié, disloqué mais toujours en tension réceptive envers les mots prononcés par le spectateur. En effet, Immanence, cela est très intéressant et nous en dit donc beaucoup sur l'ouverture du parcours que tu nous proposes, car l'oracle propose et l'interlocuteur compose le trajet du récit formulé. En effet, les assertions que tu énonces relèvent souvent, donc dans l'installation, de la proposition introspective, et il est étonnant de voir à quel point le spectateur, après avoir passé une phase de déstabilisation, se prête au jeu et tente d'en savoir plus sur les possibilités d'échange entre eux et toi, en se dévoilant toujours davantage. Une asymétrie finalement oraculaire qui n'évince pas cependant l'intersubjectivité entre vos deux individualités, car, comme nous le signale Carl Gustav Jung dans sa préface au I Ching, ou livre des mutations, donc je cite, « Notre propre personnalité est souvent impliquée dans la réponse de l'oracle. Or, bien plus qu'une entité docile, capable d'assouvir le besoin d'échange du spectateur, tu joues plutôt sur l'opacité du discours et sur la discontinuité, en demandant à ton locuteur, un réel effort d'imagination, voire de traduction, dans son choix des formulations énoncées et dans sa capacité à improviser, à varier de façon renouvelée de nouveaux parcours et à construire, à fabriquer de nouvelles histoires relationnelles toujours en mutation. Et je terminerai donc sur cet échange, sur ces remarques, en remerciant donc la salle pour son écoute et toi-même pour la qualité de l'échange que tu nous as permis donc de mener ensemble. Merci à toi Vincent. Merci également à Anne, Carole et Christine. Mais surtout n'oubliez pas que le monde est un artifice, ou du moins lorsque nous en approchons seulement la surface. Réfléchissez bien à tout cela, c'est important. Tchuss, bye bye, hasta la vista amigo, ciao ciao belli. Merci.